Monsieur, juste avant que vous commenciez, j'ai une question. Oui, Vous avez dit que vous n'allez pas accepter les retardataires, mais à cause du problème Internet, est-ce que si quelqu'un sort du cours, est-ce que vous allez le reconnaître? Par exemple, si la personne était là et puis par faute d'Internet, euh, sa connexion a basculé. je ne sais pas parce que je n'ai pas les noms des personnes qui sont admises pour l'instant. Alors, monsieur, dans ce cas, comment on fait? Parce que le La souci seule chose d'Internet, que c'est je grave. sais moi-même, c'est que je ne peux pas tout le temps interrompre mon cours pour inviter des personnes, OK? Pour admettre des personnes. Je ne peux pas, ça me trouble. OK? D'accord. D'accord, Donc, monsieur. on va commencer avec le bras. Donc, bon, comme c'est évident, vous le savez, même si vous n'avez pas fait l'anatomie, le bras est la région du membre supérieur entre l'épaule et le coude. Bon, le problème qu'il y a, c'est que en créole, le bras, c'est tout le membre supérieur. OK? On veut dire poignette, c'est encore pire. OK? Mais quand on parle du bras en anatomie, c'est simplement la région du membre supérieur qui est compris entre l'épaule et le coude. Donc, sa partie supérieure, sa partie supérieure communique médialement avec la fosse axillaire et distalement, nous avons un nombre important de structures tendineuses et neurovasculaires qui passent du bras à l'avant-bras en traversant le pli du coude situé sur la face antérieure du coude. Et alors, à contrario du membre inférieur, le coude, vous aviez en avant, vous aviez le genou et en arrière, vous aviez le quadrupité. Pour le membre supérieur, le coude, que ce soit antérieur ou postérieur, reste le coude. Et on le verra à la deuxième partie de ce cours. Le bras est donc divisé, d'après le schéma, on peut le constater sur le schéma qui est à côté de nous là, ce schéma-là. Le bras est divisé en deux compartiments par les septums médial et latéral, ok, qui s'étendent de part et d'autre de l'humérus jusqu'au fascia profond entourant le membre. Donc, je vais agrandir un petit peu, mais on se rappelle que dès que j'agrandis, je ne peux plus utiliser mon pointeur. Voilà. Et on voit bien le septum médial et le septum latéral. Le compartiment est Le compartiment antérieur du bras contient les muscles qui permettent de fléchir l'articulation du coude. OK? Mais comme il y a certains muscles qui sont aussi attachés à l'épaule, ils permettent aussi des mouvements au niveau de l'épaule. OK? Le compartiment postérieur, lui, contient les muscles qui permettent l'extension du coude et aussi l'extension du bras. Les principaux nerfs et vaisseaux qui innervent et vascularisent le membre cheminent dans chacun des deux compartiments. Et maintenant, on va passer avec le squelette. On a déjà vu l'extrémité supérieure du squelette. Donc, le squelette du bras est l'humérus. La plupart des muscles importants du bras s'insèrent sur la partie proximale des deux os de l'avant-bras, le radius et le la. Ils fléchissent et étendent l'avant-bras au niveau de l'articulation du coude. Les muscles situés dans l'avant-bras et permettant la mobilité active de la main et du poignet s'insèrent sur l'humérus distal, la partie distale. Okay? Diaphyse. Donc, maintenant, on va voir la diaphyse, c'est la partie distale de l'humérus. Diaphyse est partie distale de l'humérus. En section transversale, la diaphyse de l'humérus a une forme triangulaire, comme on le voit ici.
avec des bords donc antérieurs, latéral et médial et des faces antérolatérales, antéromédiales et postérieures. La face postérieure de l'humérus est marquée à sa partie supérieure par une ligne qui correspond à l'insertion du chef latéral du triceps brachial. On le voit ici. Comment on peut savoir que ce schéma est une vue postérieure? C'est tout simplement parce que vous avez la grosse fosse là où va venir s'articuler le bec de l'olecane. OK? Donc, elle descend juste au-dessous du col chirurgical. Elle commence juste au-dessous du col chirurgical, ici, OK? Et descend obliquement de dedans, la tête étant en dedans, de dedans en dehors, jusqu'au niveau de la tubérosité deltoïdienne de l'humérus, à ce niveau-là. Ici, nous avons la tubérosité deltoïdienne de l'humérus. La partie moyenne de la face postérieure et la partie antérolatérale adjacente sont marquées par un sillon peu profond qui descend obliquement parallèlement au bord postérieur de la tubérosité deltoïdienne. Le nerf radial et l'artère brachiale profonde cheminent dans cette gouttière. On appelle le sillon du nerf radial. Les septum intermusculaires séparent les compartiments antérieurs et postérieurs et s'attachent au bord médial et latéral de l'utérus. Tandis que distalement, l'os devient plat. Et ces bords s'étendent pour former les crêtes au-dessus que nous avons supra-épicondylaire latéral et médial qu'on verra dans un autre schéma. La partie distale de l'humérus est plate dans un plan antérieur-postérieur et contient un condyle et, ici le condyle, et deux épicondyles. OK? Et trois fosses. Là, nous avons la fosse postérieure. OK? Donc, on commence avec le condyle. OK? Qui est toute cette partie-là. Les deux parties articulaires du condyle, le capitulum, la partie arrondie, et la trochlée, ici, s'articule avec les deux os de l'avant-bras. Le capitulum va servir avec le radius et donc la trochlée avec l'ulna. Le capitulum, en situation latérale, est formé d'une coiffe hémisphérique qui se projette en avant, et on le voit dans une vue de profil, et il n'est visible que quand l'humérus est donc, il n'est pas visible quand l'humérus est vu de face. Et autrement dit, comme il se projette en avant, il n'est pas vu en face postérieure, comme on le voit ici. En face postérieure, on ne voit pas le capitulum. La trochlée elle-même, elle s'articule avec le LNA de l'avant-bras. Elle a la forme d'une poulie, c'est pour ça qu'on l'appelle trochlée, et siège en dedans du capitulum. Son bord médial est plus prononcé que son bord latéral. À l'inverse du capitulum, la trochlée se prolonge en arrière de l'humérus et est donc visible dans une vue postérieure. Et au-dessus de ça, nous avons les deux épicondyles. Et les deux épicondyles. Les deux épicondyles se trouvent au-dessus de la trochlée et du capitulum. C'est pour ça qu'on les appelle épicondyles. L'épicondyle médial est une grosse protubérance osseuse. Et comme on le voit ici, beaucoup plus gros. Donc, s'il est plus gros, c'est qu'il va avoir beaucoup plus de muscles à s'attacher dessus. Donc, l'épicondyle médial est une grosse tubérance osseuse. C'est la plus importante zone palpable sur le bord médial. OK?
C'est la plus importante zone palpable sur le bord médial du coude, à la partie distale de l'humérus. Excusez-moi si je me suis arrêté parce que j'ai encore admis quelqu'un. Donc, je vous dis, ça me trouble. Sur sa face antérieure, on note une grande zone ovale où s'insèrent les muscles du compartiment antérieur de l'avant-bras. Le nerf ulnaire lui-même passe du bras à l'avant-bras en passant derrière l'épicondyle médial et peut être palpé contre l'os à ce niveau. C'est justement ce nerf-là qui leur a frappé coude, qui vous donne cette sensation de décharge électrique. Ok, c'est le nerf ulnaire. De l'autre côté, en plus petit, nous avons l'épicondyle latéral. Ok, il est situé. Alors, ça c'est bien. Et puis, on épicondyle, c'est masculin. OK? Il est situé latéralement par rapport au capitulum et possède une face d'insertion de taille irrégulière où s'insèrent les muscles du compartiment postérieur. Épicondyle latéral ici. Les trois fosses, nous avons 1, 2 et 3. Nous avons la fosse radiale qui est la moins importante ici, au-dessus de notre capitulum. Elle se trouve immédiatement au-dessus du capitulum, sur la face antérieure de l'humérus distal, tandis que nous avons la fosse coronoïdienne qui est adjacente, donc à côté de la fosse, adjacente à la fosse radiale et est située au-dessus de la trochlée. La plus large fosse est la fosse olecranienne en arrière, au-dessus de la trochlée. Ces trois fosses permettent l'emboîtement des os lors des mouvements de l'avant-bras au niveau du cou. Et nous avons fini pour l'extrémité inférieure de l'humérus. Maintenant, nous avons au niveau distal, on va avoir l'extrémité supérieure du radius et l'extrémité supérieure de l'ulna. Voyons la partie proximale du radius. La partie proximale du radius comprend la tête radiale. Donc, si dès qu'il y a une tête, on se rappelle, il y a fatalement un col. Donc, le col du radius et la tubérosité radiale. Et on va voir chaque chose à part. La tête radiale est un cylindre dont la structure est orientée dans un plan horizontal. La face circulaire supérieure est concave, au articulé au capitulum de l'humérus. Concave, ça veut dire que ça forme un cône. Okay? Quand c'est une voussure, on parle de convexe. Quand c'est un creux, on parle de concave. Et pour bien s'articuler avec le capitulum de l'humérus. Le bord du cylindre est plus large, médialement. Okay? Où il s'articule avec l'incisure radiale de l'extrémité proximale de l'ulna. Ici, vous voyez bien que ça s'articule avec l'ulna. Et ce bord-là, le bord, il est donc plus large médialement. Après la tête, on a le col. Le col est court et a une forme cylindrique. Il s'étend de la tête du radius à la tubérosité, donc la tête ici, à la tubérosité radiale sur la diaphyse. La tubérosité radiale elle-même, ça veut dire qu'il y a une grosse chose qui va s'attacher dessus. La tubérosité radiale est une grande face située médialement sous le col. La majorité de la face est rugueuse et sert d'insertion au tendon du muscle biceps brachial, qui est un muscle assez fort. La ligne oblique du radius continue à travers la face antérieure, continue à travers la face antérieure de la diaphyse de l'os à partir du bord inférieur de la tubérosité. La tubérosité est importante parce que non seulement d'une part, le biceps est un muscle assez fort, mais d'autre part, on verra, quand on verra le biceps, non seulement il fait la flexion de l'avant-bras sur le bras, mais il fait aussi la supination. Donc, se rappeler que le muscle le plus fort de la supination ne se trouve pas au niveau de l'avant-bras, mais bien au niveau du bras.
et c'est le biceps. On a fini avec l'extrémité supérieure ou encore proximale du radius. Allons maintenant à l'extrémité proximale de l'ulna. Et chaque fois que je vois ce que le gré anatomie met pour l'extrémité, la partie proximale de l'ulna, Monsieur, oui, vous avez dit que le muscle le plus fort de la supination, c'est quoi? désolé, je suis en train de mettre mon téléphone sous silence. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Oui, tu peux prendre ta question? Oui, vous avez dit que le muscle le plus fort de la supination. Oui. Pour la J'ai pas supination, entendu le mot. c'est le biceps. On va voir d'autres muscles pour Merci. la supination au niveau de l'avant-bras. Mais il faut se rappeler que pour la supination, le muscle le plus fort se trouve au niveau du bras. OK? Allez, on continue. Et comme je disais, dans le Rouvière, ceux qui ont des parents qui sont médecins, qui ont le Rouvière, ou bien qui ont des confrères qui sont dans les autres facultés de médecine, qui malheureusement sont astreints jusqu'à présent à étudier le Rouvière comme anatomie, allez voir c'est quoi la partie proximale de l'ulna et puis venez comparer avec le gré anatomie, vous allez voir la différence. Donc, la partie proximale de l'ulna est beaucoup plus grande que la partie proximale du radius et comporte l'olécrane, on retrouve ici l'olécrane, le processus coronoïde qui va venir, donc l'olécrane va faire la fosse olécranienne derrière, le processus coronoïde fait la fosse en avant, ok? L'incisure trochléaire, pardon, ici, c'est l'incisure trochléaire, qu'il ne faut pas confondre avec l'incisure radiale, et l'incisure radiale en bas, et en fait compte la tubérosité de l'ulna. OK? Donc, la tubérosité de l'ulna va servir aussi à l'insertion du muscle brachial qui lui aussi va agir pour la flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc, l'olicane est une grosse saillie osseuse qui s'étend à la partie proximale de l'ulna. Sa face antérieure est articulaire et contribue à la formation de l'incisure cochléaire. La face supérieure est marquée par une grande zone rugueuse où s'attache, bon, on ne voit pas un petit peu, où s'attache le muscle triceps. La face postérieure est lisse et a une forme triangulaire. Il constitue la pointe du coude qui peut être aisément palpée. Bon, il y a des arts martiaux qui utilisent le coude pour donner des coups, ça fait très mal, mais se rappeler que les crânes, il peut aussi casser. Donc, on continue. On a fini avec les extrémités. Là, vous avez une radiographie. Et sur la radiographie, vous devez reconnaître toutes les structures anatomiques que nous avons vues. Et donc, nous avons le processus coronoïde, l'incisure trochléaire, l'olicrane, l'utérus, le capitulum. On voit bien là, sur une vue de profil, on voit bien qu'il est déjeté en avant. C'est pour ça qu'il n'est pas visible en vue postérieure. Et la tubérosité radiale. Maintenant, les muscles. Alors, le bras, c'est la région qui a le moins de muscles. Heureusement.
Donc, le compartiment antérieur du bras contient trois muscles, le coracobrachial, le brachial et le biceps brachial, qui sont tous innervés par le nerf musculo-cutané, et c'est pour ça qu'on dit que le nerf musculo-cutané est le nerf de la partie antérieure du bras. Le compartiment postérieur lui contient un seul muscle, le muscle triceps brachial, qui est innervé par le nerf radial. De toute façon, tous les muscles de la région postérieure sont innervés par le nerf radial. Le coraco. Bon, alors, pour les muscles, comme d'habitude, je vous réfère au tableau, d'une part, et d'autre part, je vous réfère à l'anatomie 3D, et pour les insertions et la fonction. Mais je vais insister pour le biceps, la fonction. Vous voyez, c'est un puissant fléchisseur de l'avant-bras au niveau du coude, ok, mais c'est aussi un supinateur de l'avant-bras. Accessoirement, comme c'est un muscle qui est biarticulaire, autrement dit, il traverse l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude, donc il va jouer le rôle de la flexion pour l'interversion du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. La rupture du biceps brachial, ça vous donne le bras de Popeye. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas Popeye. Le cher Popeye, c'est un marin, ok, qui, pour une raison que j'ignore, a des avant-bras colossaux et de tout petits bras, ok. Et Popeye, je le déteste parce que c'est Popeye qui m'a fait, quand j'étais petit, manger des épinards parce que ce héros, il avait une force quintuplée lorsqu'il mangeait des épinards. Okay? Donc, on me faisait manger des épinards pour avoir la force de Popeye. Aïe, quand on est enfant, on vous fait absorber n'importe quoi. Alors, Popeye, quand il se contractait après les épinards, vous avez son petit biceps et qui se gonflait. Et c'est ce qui arrive lorsque vous avez la rupture du biceps. Donc, lors de la rupture du biceps, lorsqu'on demande à la personne d'essayer de faire la flexion de l'avant-bras sur le bras, ok, le biceps se contracte, mais comme il n'est pas attaché, puisqu'il est rupturé au niveau de l'épaule, et il se contracte et se raccourcit, ce qui vous donne justement le fameux signe de Popeye. C'est pas la peine d'avoir peur. Vous pouvez voir, rien qu'à regarder la texture de la peau du sujet qui est sur la diapositive, vous voyez que c'est une personne âgée. Donc, ça n'arrive pas chez les jeunes. Le compartiment postérieur, comme on a dit, nous avons le triceps. Alors, le triceps, il a le chef long, le chef médial et le chef latéral. Alors, c'est bizarre parce que vous avez un chef long. Si vous dites qu'il y a un chef long, c'est que vous avez un deuxième chef qui doit être le chef court. Et en fin de compte, c'est le chef court qui est séparé en deux. Donc, ici, nous avons le chef long qui arrive jusqu'à la petite facette que l'on retrouve au niveau de la scapula en dessous de la glène. OK? Et vous avez le chef court qui, lui, va donner deux parties. Une partie latérale qui va venir s'insérer au-dessus du sillon du nerf radial. Il va donc former le chef latéral. Et une partie médiale, et on voit tout petit ici, qui va s'insérer en deçà et en dedans du sillon du chef radial, du sillon du nerf radial. Donc, le chef court, OK, est en fin de compte formé par les chefs médial et latéral. OK, le chef court est séparé en deux parties par le sillon nerf radial, un chef médial et chef latéral. Ici, du côté du corps, c'est médial et ici, c'est latéral. OK? Maintenant, la vascularisation. La vascularisation est donnée par l'artère brachiale. On se rappelle, l'artère brachiale est le prolongement de l'artère axillaire.
Donc, l'artère s'appelle brachiale à partir du bord inférieur du grand dorsal en arrière et du grand pectoral en avant. OK? Donc, c'est l'artère principale. Bon, comme je l'ai dit, et au niveau de l'articulation du coude, elle va se diviser en ses branches terminales. Du côté du radius, on va avoir l'artère radiale et du côté de l'ulna, on va avoir l'artère ulnaire. Dans la partie proximale du bras, l'artère brachiale est en position médiale. Et pourquoi? Parce que elle est protégée. Tout le bras va protéger cette artère. Ensuite, elle va se latéraliser pour prendre une position à mi-distance entre l'épicondyle médial et latéral de l'utérus. Je suis presque au milieu. Okay? Elle passe devant l'articulation du coude où elle est en contact direct avec le tendon du muscle biceps brachial. L'artère brachiale est palpable tout le long de son trajet. Okay? Dans la région proximale, l'artère brachiale peut être comprimée contre le bord médial de l'humérus. Les branches de l'artère brachiale dans le bras comprennent les artères destinées aux muscles de la région et deux vaisseaux collatéraux ulnaires qui contribuent à la formation du réseau artériel périarticulaire du coude. Les autres branches sont l'artère brachiale profonde en postérieur, sera différente, on va voir que l'innervation sera différente pour la cuisse, ok? Et les artères nourricières de l'humérus qui passent à travers un foramen à la face antéromédiale de la diaphyse humérale. Et cette artère brachiale, au pli du coude, elle peut être palpable et c'est elle qui va servir pour prendre la tension artérielle. Bon. En présentiel, après le cours du bras, normalement, on apprenait à prendre on apprenait à prendre la tension artérielle. Bon, je ne sais pas comment faire maintenant. Peut-être que pour faire ça, on pourrait voir si la salle que l'UNDH avait utilisée au niveau d'Altagrace, mais tellement c'est un problème. Ah, cette situation nous donne vraiment de bon. Bon, voilà. Nous avons donc les artères et vous voyez que il y a une artère qui est dédiée au compartiment postérieur, c'est l'artère brachiale profonde. Et au niveau du coude, nous avons tout un réseau. Vous devez retenir ces artères. Pourquoi? Parce que si je ligature mon artère brachiale, le sang pourra passer par les collatérales et venir au niveau du bras, ce qui n'arrive pas, ce qui n'est pas le cas pour le réseau périarticulaire du genou. Voilà, donc on a fini avec le bras. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, Oui, monsieur, j'ai une question. vas-y, je t'écoute. Pour le triceps brachial, vous pouvez reprendre et la division du chef-cour? Pour le triceps, oui, le chef-cou se divise en deux parties sur la face postérieure. Une partie supérieure et latérale qu'on va appeler le chef latéral et une partie inférieure et médiale qu'on va appeler le chef médial. Et ces parties-là, ok, le chef inférieur, le chef court est donc séparé en deux par le fameux sillon du nerf radial qui sépare la face postérieure de l'humérus. Merci, monsieur. D'accord. Donc maintenant, on va voir l'articulation du coude. Monsieur, j'ai une question. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez reprendre la rupture du biceps brachial pour moi, s'il vous plaît? Là quoi? La rupture du biceps brachial. Ouais, ok, je vais reprendre ça après avoir vu l'articulation du coude.
OK? D'accord. Rappelle-moi ça. Donc, après le bras, on a l'articulation du coude. Donc, l'articulation du coude est une structure complexe qui contient en fait comme trois articulations distinctes, OK, mais le tout enveloppé dans une membrane, une seule membrane synoviale commune. On a l'articulation entre l'incisure trochléaire de l'ulna et la trochlée de l'humérus. Dès que je trouve mon pointeur, ici. Donc, l'articulation entre l'incisure trochléaire de l'ulna et la trochlée de l'humérus. Ensuite, nous avons l'articulation entre la tête du radius et le capitulum de l'humérus, impliqué dans les mouvements de flexion-extension de l'avant-bras, sur le bras au niveau du coude. Ce sont les principales articulations du coude. Les deux premières qu'on a citées, c'est pour simplement l'articulation, la flexion de l'avant-bras sur le bras. Ensuite, parce que il faut se rappeler que l'avant-bras a un mouvement propre qui est la pronosupination. Nous avons l'articulation entre la tête du radius et l'incisure radiale de l'ulna. Et c'est ce qu'on appelle l'articulation radio-ulnaire proximale. Pourquoi? Parce qu'il y a une articulation radio-ulnaire distale. Et elle va donc permettre la pronation et la supination. J'anticipe un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, lors de la pronosupination, le seul os qui bouge, c'est le radius. Il va tourner sur lui-même, en haut, et en distal, il va tourner autour de l'ulna, qui est donc un axe. C'est pour ça que le radius, il aura grossièrement la forme d'un S, puisque l'ulna, qui est l'axe de la rotation pour la pronosupination, l'ulna sera droit. On retrouve ces structures sur une radiographie que vous devez pouvoir reconnaître lors d'une radiographie. Donc, il y a articulation de différentes structures comme la membrane synoviale, la capsule articulaire et les ligaments. Donc, la membrane synoviale que nous voyons ici en rose, la membrane synoviale s'insère sur les bords des cartilages et recouvre la fosse radiale, la fossette conoïdienne et la fossette olecranienne. On se rappelle qu'on avait trois fosses, et deux en antérieur et une en postérieur. La face profonde de la capsule articulaire et la face médiale de la trochlée. Donc, elle s'insère sur les bords de cartilage et recouvre la fosse radiale, la fossette conoïdienne, la fossette olecranienne, la face profonde, ça c'est du côté des os, maintenant du côté de la capsule, la face profonde de la capsule articulaire et la face médiale de la trochlée. Le biceps brachial s'insère sur la capsule. Et le muscle biceps brachial. Il passe au-dessus de ces formations graisseuses et les déporte un peu des fosses quand les processus osseux entrent dans la fosse. OK? Maintenant, la capsule articulaire. Comme on le voit sur le schéma, la capsule articulaire recouvre la membrane synoviale. Donc, on dit que la membrane synoviale double la capsule en dedans, fermant l'articulation. Elle s'étend donc de l'épicondyle médial au bord de l'olecane, au processus conoïde et à la fosse radiale de l'humérus. Dans la région latérale du coude, le bord libre inférieur de la capsule articulaire passe autour du col du radius. Ça, ici. Le bord libre, ça veut dire que c'est le bord qui n'est pas, c'est un bord libre, c'est un bord qui n'est pas inséré à l'os. Ici, nous avons le bord libre et le bord libre va passer, bon, il est caché par le ligament annulaire du radius. OK? Le bord libre inférieur de la capsule articulaire passe autour du col du radius, allant de son insertion antérieure sur le processus conoïde jusqu'en arrière à la base de l'olecane.
La membrane fibreuse de la capsule articulaire est épaissie médialement et latéralement pour former les ligaments collatéraux, donc de chaque côté, qui contrôlent le mouvement de flexion et d'extension du coude. De plus, la face externe de l'articulation de la capsule articulaire est renforcée latéralement, là où elle coiffe la tête du radius par une forte structure ligamentaire qui cache le bord libre, justement, c'est le ligament annulaire du radius. Bien que ces ligaments, bien que ce ligament mêle ses fibres à celles de la capsule articulaire en plusieurs points, il est séparé en arrière. Le ligament annulaire du radius présente des fibres en continuité avec celles du ligament collatéral radial. Le ligament annulaire du radius et la capsule articulaire permettent à la tête radiale de tourner dans les scissions radiales de l'état et de pivoter en regard du capitulum durant la pronation et la supination de l'avant-bras. La face interne du ligament annulaire du radius qui s'articule avec la tête radiale est recouverte de cartilage et enfin, une poche synoviale qu'on appelle le récessus sacciforme, et fait protrusion au bord libre de la capsule. On se rappelle, le bord libre, c'est le bord qui est serré sur aucun os et facilite la rotation de la tête radiale lors des mouvements de la pronation et de la supination. Donc, ce récessus joue à peu près le rôle d'une bocérus. Et la vascularisation du coude est assurée par un réseau artériel anastomotique dérivé des branches collatérales et récurrentes des artères radiales, comme c'est le cas, comme on l'avait vu pour la vascularisation, que je n'ai pas détaillé, que c'est à vous d'aller voir. Et le coude est innervé de manière prédominante par le nerf radial et le nerf musculo-cutané. Mais on retrouve quelques rameaux issus des nerfs immédiats. Là, j'ai bien lu pour vous. Maintenant, ce que vous devez retenir, ok? Et là où ce que je vais vous demander, c'est-à-dire que vous devez pouvoir identifier tous les ligaments et identifier la capsule. Le reste, ça fait partie des connaissances, mais je vais pas vous évaluer sur ça. Maintenant, on va voir les modifications de l'articulation du coude au cours de la croissance. Parce que quand on regarde la radiographie, on a l'impression que le coude n'existe pas. Pourquoi? Parce que toutes les structures, le capitulum, une bonne partie de l'olecrane et la trochlée, ok? Toutes ces structures étant cartilagineuses, on ne les voit pas au début. Et au fur et à mesure, et ici vous avez le noyau de la tête radiale, là on n'avait pas la trochlée, on la retrouve ici avec le capitulum, et en fin de compte, toutes les différentes structures finissent, là vous avez la fin de l'ossification de l'olicane. L'articulation du coude peut être lésée de multiples façons en fonction de l'âge. Quand une fracture ou une lésion des tissus est suspectée, il faut demander des clichés radiographiques de l'articulation du coude de face et de profil. Chez l'adulte, ok, il n'est pas difficile habituellement d'interpréter les radiographies, et chez l'enfant, la lecture des clichés est plus difficile. Pourquoi? Comme je viens de le dire, lorsque le coude se développe chez l'enfant, de nombreux points d'ossification secondaire apparaissent progressivement avant et au cours de la puberté. Il est facile d'interpréter ceci à tort comme des fractures. Par exemple, là, on peut dire, ah, la tête radiale est cassée, ou bien là, l'olecrane est cassé. De plus, il est possible que les épiphyses et les apophyses soient arrachées ou fracturées, et on ne va pas les voir. Pour l'interprétation d'une radiographie du coude chez un enfant, le radiologue doit connaître son âge osseux. L'âge osseux, c'est quoi? C'est que pour chaque âge, vous avez une ossification. Par exemple, A, ici, à 2 ans, B, à 5 ans, C, 5 ou 6 ans, D, à 12 ans. L'âge osseux est un peu différent de ce qu'on appelle l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est l'âge que vous avez à chaque année.
Donc, la fusion des noyaux d'ossification se produit autour de la puberté. Une croissance correcte de l'apparition des épiphyses et des apophyses et de leur relation avec l'os permet un diagnostic sur l'âge moyen de l'apparition des points d'ossification, comme je viens de voir. OK, on a dit que le capitulum apparaît à 1 an, la tête du radius, ah, la tête du radius apparaît à 5 ans. OK, l'épicondyle médial, qu'on ne va pas voir sur ce schéma parce que c'est le schéma de profil, apparaît à 5 ans. La trochlée apparaît à 11 ans. OK, et l'olécane à 12 ans. Voilà. On a le même phénomène au niveau de l'épicondyle latéral à 13 ans. On a le même phénomène au niveau de la crête iliaque. Mais pour une raison que j'ignore, le gré anatomie n'en a pas parlé. De toute façon, on ne forme pas les orthopédistes. Donc, nous avons en clinique, nous avons différentes pathologies que vous devez pouvoir reconnaître. Là, comme d'habitude, je vous ai donné les différents schémas. Dans ce cas-là, vous voyez que vous pouvez avoir un entrapement des nerfs, OK? C'est-à-dire que la fracture du coude, OK? Ça peut provoquer à gauche, au schéma à gauche, une ouverture cutanée. Ça peut provoquer des lésions vasculaires, OK? Ça peut provoquer une compression du nerf médian, comme ça peut provoquer aussi une atteinte du nerf cubital. Personnellement, je n'ai vu que la perforation cutanée. L'atteinte des autres nerfs, jusqu'à présent, je ne sais pas. OK? Donc, vous devez reconnaître les fractures. Maintenant, chez les enfants, vous avez quelque chose de plus compliqué parce que vous avez ce qu'on appelle les fameux décollements épiphysaires, c'est-à-dire que c'est là où l'os doit croître au niveau du cartilage de croissance, il va avoir la fracture. Pourquoi? Parce que justement, les ligaments chez les enfants sont beaucoup plus forts que la structure osseuse. Donc l'enfant, il va plutôt faire des décollements épiphysaires au lieu de faire comme les adultes de classification des fractures du cou. Et donc, on peut aussi avoir une fracture de la tête du radius, qui est une lésion fréquente qui peut entraîner des complications fonctionnelles importantes sur la pronosupination. C'est l'une des lésions typiques qui arrive après une chute directe sur la main. Donc, c'est une fracture qui se fait par choc indirect. En tombant, la force est transmise à la tête radiale qui se fracture. Ces fractures peuvent entraîner une perte de l'extension totale et nécessiter un traitement chirurgical de reconstruction ou bien carrément, on met une prothèse. Donc, section de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, je ne sais pas pourquoi. Donc, les patients peuvent se sectionner l'artère radiale ou l'artère ulnaire car ces vaisseaux sont relativement sous-cutanés. Une cause typique de blessure est le coup de poing à travers une vitre de fenêtre. Je sais pas qui est-ce qui peut s'amuser à essayer de frapper une vitre. Et comme vous pouvez voir, ce genre de lésion c'est pas quelque chose qui arrive souvent. OK? Et vous avez la fameuse pronation douloureuse. Il faut éviter, il faut éviter de le prendre d'un seul coup par un bras. Parce que automatiquement, Neissa, bon, je suppose que Neissa a perdu sa connexion Internet. OK? Bon, ouais, tout perdu fil. Oui, la pronation douloureuse, c'est là où on va aller pour un petit moment d'un seul coup. OK? Et surtout, si l'enfant n'a pas eu le réflexe, vous pouvez voir ça. Si vous prenez un enfant par les deux bras et vous dites, je vais te soulever, automatiquement, il a le réflexe de contracter son biceps et son muscle brachial, qui fait que le coude est légèrement fléchi. Et si quand vous le prenez, vous n'allez pas avoir cette pronation douloureuse. OK?
Mais ça arrive surtout pour les enfants au-dessous de 5 ans. Et la plupart du temps provoquée par une forte traction de l'enfant par la main, souvent pour amener l'enfant sur le trottoir ou bien sur une machine pour que c'est l'oral. Le mouvement incomplet, le développement incomplet de la tête du radius et la laxité du ligament annulaire permettent à la tête de se subluxer hors de sa coiffe tissulaire. Cette lésion douloureuse cette lésion est extrêmement douloureuse, mais peut être facilement traitée par une simple supination et une compression de l'articulation du coude avec le pouce. De la main de celui qui fait la réduction. Quand la tête radiale est replacée, la douleur disparaît immédiatement et l'enfant peut reprendre une activité normale. Le plus souvent, la réduction se fait lorsque vous envoyez l'enfant radiologique, que le radiologue essaie de positionner la main pour prendre la radiographie. Ensuite, vous avez les fameuses tendinites, le coude du tennisman qu'on appelle le tennis elbow pour le coude du golfeur. Vous voyez, on ne va pas le trouver facilement en Haïti parce que les golfeurs et les tennisman, ok, ça ne court pas les rues en Haïti. Donc, vous avez ces pathologies que je ne vais pas trop discuter. Okay? De même que vous pouvez avoir la lésion du nerf ulnaire, ok? Et le traitement, c'est donc la libération de ce nerf ulnaire. Le nerf ulnaire est situé à la face postérieure de l'épicondyle médial de l'humérus, où il chemine dans un canal ostéofibreux, le conduit cubital, fermé par un rétinaculum. Les patients âgés peuvent développer des altérations dégénératives qui conduisent à comprimer le nerf en position fléchie. Okay? Une action répétée de flexion extension peut causer des dommages locaux au nerf et entraîner une diminution de sa fonction. De même que, autre type de lésion, vous avez une hypertrophie musculaire ou un traumatisme direct sur le nerf peut provoquer des lésions du nerf. Donc, on a fini avec la partie clinique. Maintenant, le pli du coude. OK? Ouf. On appelle encore fosse cubitale, est une région importante de transition entre le bras et l'avant-bras. Il est localisé à la face antérieure du coude et forme une dépression triangulaire, donc on peut parler de trigone, entre deux muscles de l'avant-bras. OK? Le muscle brachio-radial, OK, qui s'insère sur la crête supra-épicondylaire latérale, et en dedans, le muscle romponateur qui s'insère sur l'épicondyle médial. Donc ici, nous avons et on revoit le romponateur et le brachio-radial. Et nous avons une ligne entre les deux épicondyles qui donne la base de ce triangle. OK? Les principaux éléments de la région de latérale en médial sont le tendon du biceps brachial, l'artère brachiale et le nerf médian. OK? Vous pouvez même, en comprimant de ce côté-là, comprimer le nerf médian. OK? On peut utiliser, si vous voulez, par exemple, anesthésier une partie de l'avant-bras. Donc, au niveau de l'apex, donc à la pointe du triangle, l'artère brachiale bifurque pour donner l'artère ulnaire et, on voit ici, voilà. L'artère ulnaire et l'artère radiale. Mais cette bifurcation peut se situer un petit peu plus haut. La médecine n'est pas une science exacte. Dans le bras et même dans la fosse axillaire. Quand un clinicien peut prendre la pression artérielle chez le patient, il va donc placer le cerveau à ce niveau-là. Okay? Le nerf médian suit l'artère médialement et quitte la région en passant entre les chefs ulnaires et humérales du muscle romponateur. Qu'on a coupé ici et qui vous montre comment le nerf médian passe entre les deux chefs. Donc, l'artère brachiale et le nerf médian sont recouverts et protégés en avant au niveau de la partie distale du pli du coude par la ponévrose bicipitale. Une bande de tissu, ici, une bande de tissu conjonctif qui va, donc on vous dit c'est quoi la ponévrose bicipitale? C'est une bande de tissu conjonctif qui va du bord médial
du tendon du biceps brachial au fascia profond de l'avant-bras du côté médial de la ponévrose bicipitale. OK? Et il peut être palpé. Le nerf radial se situe juste sous le muscle brachio-radial de ce côté-là, qui forme la limite latérale du pli du pouce. OK? Voilà. À ce niveau, le nerf radial se divise en ces deux rameaux superficiels et profonds. OK? Donc, superficiel, c'est vous donner, on dit superficiel, c'est la peau, c'est vous donner la sensation, OK? Au niveau du bord latéral de l'avant-bras, et sur le rameau profond, c'est pour aller rejoindre le compartiment postérieur des muscles de l'avant-bras et énerver tous les muscles du compartiment postérieur de l'avant-bras. Tandis que le nerf, on se rappelle, il ne passe pas à travers le pédicule puisqu'il passe en arrière de l'épicondyle médial. Et nous avons les veines, OK? C'est la veine médiale, OK? Médiale basilique qui unit la veine céphalique, OK? Les structures du toit sont les nerfs cutanés. Les autres structures du toit sont les nerfs cutanés médial et latéral de l'avant. Donc, encore une fois, c'est dommage que nous sommes en ligne parce que après ce cours-là, on apprenait à mettre des voies veineuses. Donc, je vais terminer là. On va essayer de reprendre est-ce que c'est là toujours? On va essayer de reprendre le triceps parce qu'il y a une personne, si j'ai bien compris, il y a une personne qui n'avait pas encore compris c'était quoi le triceps. Ce que j'avais dit pour le triceps. Ah non, moi, j'avais demandé je crois que c'est le bras de Popeye qu'on avait demandé. Donc, le bras de Popeye, c'est la rupture du biceps brachial. Quand on demande à la personne de faire la flexion de l'avant-bras sur le bras, OK? Comme on a vu, le biceps participe à la flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc, le biceps va se contracter et permettre la flexion de l'avant-bras sur le bras. Mais quand le biceps a été rupturé, la contraction va entraîner un raccourcissement puisqu'il n'est plus attaché au niveau de la scapula. Et ça vous donne cette boursouflure qu'on appelle le signe de Popeye euh, donc ça vous donne cette boursouflure qu'on appelle le signe de Popeye en comparaison avec le dessin animé qui parle de Popeye. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, ça va. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc, on va s'arrêter là.